En 1900, une idée nouvelle de l'Alsace vient au jour. Les créations du Cercle Saint-Léonard rencontrent le succès. Revue alsacienne illustrée, théâtre alsacien, exposition de tableaux. Cette énergie se nourrit de la différence entre les personnalités du groupe. Charles Spindler impose un style alsacien sur la scène européenne. Pierre Bucher donne une dimension francophile au mouvement. Et Léo Schnug y verse sa verve haute en couleurs. Mais chaque année qui passe éloigne un peu plus la France, et l'Alsace accepte progressivement son sort de province allemande. Comment nos trois compagnons vont-ils réagir? Leurs combats si proches ne vont-ils pas finir par s'opposer? On lui réclame des tableaux. Pour moi, carte postale ou grand tableau, c'est pareil. Ça me rappelle mon enfance, les uniformes des soldats et les costumes des acteurs qui logeaient dans notre immeuble. Ça peut paraître étrange de dessiner des châteaux forts au XXe siècle, mais c'est mon monde à moi. Et puis c'est ça que les gens aiment, le Moyen-Âge, la nostalgie. Alors, pourquoi je changerais ? En 1900, Strasbourg est une ville prospère, en pleine expansion. Un tout nouveau quartier, la Neustadt, est construit à l'est de la ville pour accueillir les bâtiments du nouveau pouvoir et la population allemande immigrée. Immeubles modernes, gaz à tous les étages, larges allées, grandes demeures à l'architecture art nouveau. Des architectes et des artistes alsaciens contribuent à ce bouleversement. Guillaume II a fait de Strasbourg une capitale, vitrine du Second Reich. Cette politique de séduction porte ses fruits. Strasbourg s'impose comme un foyer artistique et intellectuel de premier plan. Pour autant, les Alsaciens restent attachés à la France. Certains vont parler français au passage d'un Allemand pour très vite revenir à l'alsacien. Mais l'esprit de protestation s'endort et de plus en plus d'Alsaciens finissent par se rallier au régime. En effet, le richissime traiteur en foie gras Auguste Michel a pris l'habitude de régaler une fois par mois tout le milieu culturel et artistique. Ce sont les réunions du Kunstschaffe, la marmite de l'art. On ne parle que français, et de grandes personnalités parisiennes y sont conviées, comme Sarah Bernhardt. Aujourd'hui, c'est Léo Schnug qui a dessiné le menu. Auguste Michel nous fait visiter son Schlossel, son petit château. Il est très fier de ses tableaux. Stoßkopf, Hornecker et Spindler, évidemment. Un vrai mécène. Tous des habitués du Kunstschaffe. Les repas sont interminables. Le docteur Bucher est là. Il ne manque pas une occasion d'élargir son cercle d'amis, surtout quand ce sont des Français. Spindler, le regard de fer. Ils m'impressionnent tous les deux. L'écrivain René Bazin est venu présenter son dernier roman, Léo Berlé. On y parle d'un jeune Alsacien qui s'enfuit en France pour ne pas faire son service militaire en Allemagne. Alors moi, la question alsacienne. Bucher n'a plus que ce mot-là à la bouche. Tiens, c'est Henri Lux qui a dessiné ces assiettes. Nous avons fait nos études ensemble. Et maintenant, grâce à lui, l'Alsace éternelle est dans nos assiettes. C'est bien joli toute cette campagne, mais ce n'est pas pour moi. L'Alsace à la Lux ou à la Spindler est trop sage. Tous ces paysans figés dans leurs costumes du dimanche, ce n'est pas très drôle. À moi, il me faut des chevaliers, des canons, des châteaux forts, exactement comme le Haut-Königsbourg. En 1901, le Kaiser décide de restaurer la ruine du Haut-Königsbourg.
Guillaume II désire montrer son attachement envers l'Alsace et initier une politique plus libérale. C'est à l'occasion d'une visite du chantier qu'il abolit le paragraphe de la dictature qui mettait le Reichsland sous la coupe d'un régime militaire. C'est aussi un geste politique. Reconstruire ce château, c'est rappeler le passé allemand de l'Alsace et son appartenance au Reich. Les critiques fusent. Même la revue alsacienne illustrée s'en fait l'écho. Léo Schnoog est indifférent à ces querelles. L'extravagance et la mégalomanie de l'empereur ont plutôt tendance à le séduire. On inaugure enfin le Haut-Königsbourg. On est le 13 mai 1908 et je fais partie du comité d'organisation. On inaugure le musée alsacien en 1907 sur le quai Saint-Nicolas. Ce musée est l'expression la plus visible de la Renaissance. Parmi les membres fondateurs, on retrouve Charles Spindler, Anselme Logel et Gustav Stoskopf. À l'origine, leur idée était de créer des maisons traditionnelles dans chaque canton. Pierre Bucher, il en est devenu le directeur, avec son ami Léon Dollinger. Mais il y a là un acte de résistance. Immortaliser les traditions des XVIIIe et XIXe siècles, c'est promouvoir l'Alsace française. Je sais bien que certains me reprochent d'avoir travaillé pour l'empereur, je les laisse causer. Mais ça me gâche quand même mon plaisir. La kermesse est un succès personnel pour Pierre Bucher. Les autorités allemandes laissent faire, tout en surveillant de très près cette débauche de costumes français. Elles s'en souviendront en temps voulu. En 1909, l'empereur lui demande de réaliser les fresques de la salle des fêtes du Haut-Königsbourg. L'empereur est venu voir mon travail l'autre jour. Il m'a demandé si j'avais bien dit que je bouffais de l'allemand. Je lui ai répondu « Non, mon empereur, je ne mange que des bonnes choses ». Ça l'a bien fait rire. Il me passe tous mes caprices. Guillaume II me fait penser à mon père qui se prend pour Charles Quint et qui croit que son asile est un palais. Guillaume aussi a la folie des grandeurs. Je suis saoul, mais je suis lucide. J'étouffe. Il faut que je me cherche une autre bouteille.